Bonjour, sur cette vidéo, vous allez trouver l'explication concernant la dernière partie de la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Premier chapitre, reproduction chez les angiospermes concernant le programme de tronc commun scientifique option français. Alors, dans l'activité 5, on s'est arrêté et on a expliqué la double fécondation. Donc, on a dit que les grains de pollen ils vont arriver au stigmate et après, ils vont commencer à émettre leur tube pollinique pour réaliser la fécondation. Et la graine de pollen il va se diviser par mitose et donner deux entérozoïdes. Ces deux entérozoïdes ils vont y arriver au sac embryonnaire pour donner une première fécondation avec l'oosphère pour donner l'œuf principal et une deuxième pour donner le zygote à 3N, l'œuf accessoire qui va être le réserve, l'albumin. Et l'œuf principal, il va donner l'embryon de la graine et après la fleur, il commence à perdre les organes protecteurs parce qu'il devient inutile et qu'il se transforme en une graine. Donc maintenant, ce qu'on va voir, comment cette graine, il va germer et il va donner une autre plante si il continue le cycle. Donc l'activité 6, c'est la germination de la graine. Donc, pour étudier la germination de la graine, il faut d'abord étudier et savoir quels sont les différents types de graines. Donc, c'est un TP à faire. Ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut ramener juste un échantillon de graines. Il faut le mettre dans de l'eau et après 24 heures, il faut l'observer. Donc, la première expérience, le matériel, on va utiliser les graines de maïs. Après, il faut la mettre dans un déchet avec de l'eau 24 heures et après, on visualise en utilisant un microscope. Donc, après la visualisation, on va voir un résultat qui est pareil. Donc, il faut faire un dessin et il faut donner des appellations à toutes les organes. Donc, pour le maïs, on trouve qu'il contient dans l'embryon, donc ici on trouve le réserve naturelle, c'est l'albumin, et à l'intérieur on trouve l'embryon. Donc l'embryon va nous donner le radicule, ça veut dire la future racine, tigelle et la future feuille. Donc ces trois organes qui vont donner la plante finale. Il est constitué aussi d'un seul cotylédon. Ça veut dire quand on voit la graine de maïs, il n'est pas vraiment facile à la couper en deux. On dirait que c'est une seule cavité. Et si vous cherchez au dictionnaire pour chercher le mot cotylédon, vous allez trouver que cotylédon, ça veut dire une cavité. Donc, je vais dire que les graines de maïs, ils sont monocotylédons. Ainsi que les monocotylédons, ils vont nous donner une feuille avec les nervures qui sont vraiment en parallèle, comme la feuille du gazon. Quand vous allez au jardin et vous essayez de découvrir le gazon, vous allez vraiment trouver qu'il ressemble à ça. Donc, il contient des nervures qui sont parallèles. Donc, on dit que c'est une feuille monocotylédon. Alors que la feuille qui va nous donner le deuxième type, c'est la feuille dicotylédon. Ça veut dire que je vais trouver une nervure principale et après, je vais trouver des nervures qui sont secondaires. Donc, je vais l'appeler dicotylédon. Donc, pour l'exemple de dicotylédon, on a traité les graines d'haricots. Donc, si je mets les graines d'haricots 24 heures dans de l'eau et je vais les visualiser après au microscope, donc avant de le visualiser, je peux très bien les couper en deux et ce sera très facile. Donc, vous le voyez déjà chez vous pour la cuisson, vous le mettez souvent dans de l'eau toute la nuit et le lendemain pour la cuisson. Vous trouvez que vraiment on peut enlever l'écorce et on peut très bien la couper en deux. Ça va donner le schéma que l'image que vous voyez sur la photo. Donc, je peux très bien la couper. Donc, je vais dire qu'elle est dicotylédon. Donc, pour la visualiser en microscope, je vais vraiment trouver qu'il contient l'albumin qui est à l'intérieur, les réserves naturelles. C'est pour ça qu'on le mange parce qu'il est vraiment riche en protéines. Donc, c'est l'albumin. Après, je trouve que l'embryon, voilà l'embryon, il va donner, voilà cette partie, c'est la future racine, le radicule et la tigelle. Et ici, les feuilles futures qui vont en donner la plante après. Donc, il faut la dessiner vraiment avec un schéma bien représenté. Donc, maintenant, on a vu que les maïs sont des graines monocotylédones
Et le deuxième type, c'est l'haricot qui est dicotylédon. Donc, le troisième type, c'est les graines sans albumin, ça veut dire qu'on ne tient pas en réserve. Et on a pris comme exemple le raisin. Ce n'est pas raisin, mais raisin. Raisin, ça veut dire khalwa en arabe. Et les femmes l'utilisent souvent en cosmétique. On entendait zit khalwa. Donc, c'est ça. Il ressemble à ça, les graines de raisin. On l'appelle en français raisin. Donc, ce raisin, c'est un exemple des graines dicotylédones. Ça veut dire qu'il contient deux cotylédones, mais il ne contient pas l'albumin. Donc, il y en a trois types. Donc, maintenant, on sait les types des graines. Mais ce qu'il faut savoir, c'est comment ces graines ils peuvent germer. Donc, les étapes de la germination, prenons par exemple la graine d'haricot. Donc, la graine d'haricot, on a dit qu'il contient les radicules, donc l'embryon contient les radicules, la tigée et les racines. Et n'oublions pas l'écorce qui est à l'extérieur. Donc, la membrane à l'extérieur, on l'appelle écorce. Donc, ce qui arrive, une fois que la graine va trouver les bonnes conditions pour germer, ça veut dire qu'il y a de l'eau et la température convenable, qui arrive, l'écorce, il va s'éclater et s'ouvre. Donc, il s'éclate et on voit que la radicule qui apparaît en premier, pardon, le radicule qui apparaît en premier, et une fois qu'il va apparaître, il va se bien fixer, donc il va donner la racine, et une fois qu'il s'est mis dans le sol, il se fixe très bien, on voit l'apparition de la tige. Voilà, la tige commence à apparaître. Et les deux cotylédons aussi, ils vont pousser. Donc, on trouve toujours les deux cotylédons avant. Et après, la feuille qui va apparaître. Et les deux cotylédons, ils vont tomber, ils vont dégénérer parce qu'ils deviennent inutiles, ils n'ont pas un rôle. Donc, ils vont tomber. Donc, à chaque fois, on voit toujours les cotylédons en premier. Donc, si on plante l'haricot chez nous, donc les premiers plantus, ce n'est pas vraiment la feuille, mais c'est juste les cotylédons qui vont apparaître. Et après, ils vont tomber et on aura les vraies feuilles avec la nervure principale et secondaire parce qu'ils sont des dicotylédones. Et la tige bien visible, bien sûr, et la racine, et comme ça, la plantule, elle a bien germé. Donc, les conditions de germination. Comment cette germination, on peut se faire, comme on a dit, dans les conditions favorables. C'est quoi ces conditions? Donc, ils ont réalisé plusieurs expériences. Donc, les premières expériences, ils ont mis des graines pour germer dans du coton avec de l'eau à une température ambiante, 20 degrés Celsius, avec de la lumière. Et le deuxième, sans lumière. Ils ont constaté que les deux, ils ont germé avec lumière ou sans lumière. Donc, ça veut dire que la lumière n'a pas vraiment un effet sur la germination. Donc, parce que c'est tout à fait normal, et les graines, ils contiennent déjà son réserve, donc il n'a pas nécessité de la photosynthèse pour former son réserve. Il a déjà son réserve, il a déjà sa nutrition, ce qu'il faut, il faut se concentrer vraiment sur la croissance. Donc, la suite, donc l'expérience suivante, ils ont mis du coton toujours, mais ils ont éliminé de l'eau. Donc, les cotons sans eau et la température toujours à 20 degrés. On ne trouve pas de la germination. Ça veut dire que la période de la germination nécessite vraiment de l'eau pour l'imbibition et pour que l'écorce s'éclate et donner la racine. La dernière expérience, ils ont mis de l'eau, mais à cette fois à une basse température, ça veut dire à 5 degrés Celsius. Donc à ce moment-là, on trouve qu'il a germé, mais ce n'est pas avec la même manière que les diapositives témoins. Donc on trouve vraiment, il y a des plantules qui sont vraiment très petites, donc on va dire qu'elle est influencée par la température. Donc on peut conclure à partir des quatre expériences que vraiment les graines nécessitent de la température convenable et de l'eau. Donc, l'eau, il est vraiment très important et la température convenable pour avoir la germination de la graine. Donc, on passe au document suivant, les échanges respiratoires. Donc, les échanges respiratoires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené un tube
Voilà, un tube. Ils ont mis des champignons. Donc, vous avez sur le document pois chiche, mais c'est la même chose. Pois chiche, champignons de Paris, c'est la même chose. Donc, ici, ils ont travaillé avec champignons de Paris. Ils ont mis un champignon avec un bouchon. Pourquoi? Pour empêcher les échanges et entre l'air externe, entre le milieu externe. Comme ça, ils vont empêcher l'air à pénétrer à l'intérieur ou bien de sortir. Voilà, donc après, ils ont mis euh, une grille et sous les champignons, sous le tube, ils ont mis de l'eau de chou, mais l'eau de chou. Et après, dans le deuxième, ils ont collé avec un tube et le tube, il est dans l'eau colorée. Ça veut dire qu'on met un colorant dans l'eau pour voir, visualiser les échanges qui vont y arriver. Donc, une demi-heure plus tard, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que l'eau colorée a été montée. Donc, on voit visiblement qu'il y a une montée de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis de la coloration pour qu'on voit vraiment la montée de l'eau. Après, deuxième remarque, c'est l'eau de chou, il devient trouble. Et on sait déjà que quand l'eau de chaux devient trouble, ça veut dire qu'il y a de CO2 dans le milieu. Donc, on peut expliquer ça par la respiration des graines. Donc, la remontée de l'eau, ça veut dire que ces graines, ils ont aspiré, ils ont consommé l'oxygène qui est dans le tube. Donc, ce qui a influencé sur la montée de l'eau, donc il va occuper l'espace libre et en utilisant et en consommant l'oxygène, il va bien sûr, parce que la respiration, c'est de consommer de l'oxygène et émettre du CO2 dans le milieu extérieur. Donc, ce qui s'était passé, donc ils ont mis de CO2 et l'eau de chaux, il devient trouble, ça indique que vraiment il y en a des CO2. Donc, les graines, ils respirent, ils prennent l'oxygène, ils donnent le CO2 dans le milieu extérieur. Donc, ça, ce qui montre cette expérience que vraiment les graines, ils peuvent respirer comme la plante. Alors, la dernière expérience, donc la mise en évidence de l'hydrolyse de l'amidon chez les graines de blé en germination. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont ramené 2 boîtes de pétri et dans les 2 boîtes, ils ont mis dans la première des graines qui sont non germées, voilà, des graines de blé, et la deuxième, ils ont mis des graines qui sont déjà germées. Ça veut dire que ces graines, elles ont été déjà mises dans de l'eau avec une température convenable et une fois ils commencent à germer, on va les mettre dans la boîte de pétri. Et le premier, ils n'ont pas germé. Donc, résultat, comme vous voyez sur la photo, ils ont mis de l'eau iodée. L'eau iodée, on l'utilise pour détection de l'amidon. Donc, quand il y a de l'amidon, on aura la coloration bleue. Pas d'amidon, pas de coloration bleue. Donc, ce qu'on remarque, les graines non germées, on a une coloration vraiment bleue. Donc, ça prouve qu'il y a de l'amidon. Alors que les graines qui sont, non, les graines qui sont germées, on constate qu'il n'y a pas d'amidon. Donc, on peut expliquer ça par la consommation de l'amidon ou l'absence de l'amidon, ça veut dire qu'il a consommé. Pas d'amidon, ça veut dire qu'il a consommé. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que au moment quand on met les graines dans de l'eau, l'eau, il va aider à hydrolyser l'amidon. Donc, il va l'hydrolyser pour le transformer en glycose. Parce qu'on sait l'amidon, c'est un sucre organique qui est complexe et qui va donner de glycose. C'est comme l'être humain fait quand on mange de l'amidon, il va être, suite à la digestion, il va se transformer en glucose, bah, c'est la même chose. Donc, quand on met les graines dans de l'eau, l'eau, il va aider à hydrolyser l'amidon en le transformant en glucose. Donc, quand il est transformé en glucose, donc la plante, elle est simple pour elle de l'utiliser pour sa croissance. Donc, ce qui montre que vraiment, il y a de l'hydrolyse de l'amidon en glucose et comme ça, la plante, elle va l'utiliser comme source de nutrition
pour sa croissance et pour donner la tige et la feuille. Une fois qu'il va pousser les feuilles, à ce moment-là, qu'il y aura une autre étape, ça veut dire que là, il va développer la photosynthèse, il va commencer à, à former sa matière organique toute seule. Mais au départ, il utilise le réserve naturelle qui est déjà dans l'embryon. Donc, on arrive à la fin. Donc, on a vu que dans le premier chapitre, que chaque fleur, il contient des organes protecteurs et des organes reproducteurs. Ces organes protecteurs sont les pétales et les sépales. Et on a dit les pétales, on les trouve colorés parce que c'est la coloration qui va attirer l'attention des insectes pour ramener les graines de pollen au stigmate pour la fécondation. Et une fois que les graines de pollen ils vont y arriver avec les agents pollinisateurs au stigmate, ils vont émettre le tube pollinique pour arriver au sac embryonnaire. Et une fois il arrive au sac embryonnaire, il va donner deux œufs, l'œuf principal et secondaire. L'œuf principal, il va donner la graine et l'œuf accessoire, il va donner l'albumin qui est le réserve naturel. Il va être hydrolysé sous l'effet de l'eau pour donner de la nutrition pour que la plante peut germer et donner la racine et la feuille. Et après, une fois qu'il trouve les conditions, les bonnes conditions, les conditions favorables, on a dit la température convenable et de l'eau, il va émettre la racine. Donc la racine, c'est la première qui va apparaître, le radicule et la formation de la racine. Et après, on trouve la tige et les deux cotylédones, ils vont apparaître. Après, les deux feuilles et les deux cotylédones vont dégénérer et on voit visiblement la feuille, soit monocotylédone ou dicotylédone, et après la feuille, il va donner la fleur, et la fleur, il donne les organes protecteurs et reproducteurs, et le cycle recommence, et comme ça que ça se fait la fécondation, la reproduction chez les angiospermes. Et voilà, on arrive à fin à ce premier chapitre. On a tout détecté. Donc, dans cette vidéo, on a essayé d'expliquer comment cette fameuse graine va se transformer pour donner une plante. Donc, on a tout expliqué. Il y en a des étapes qu'il faut vraiment les comprendre. C'est facile, c'est pas grand-chose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette graine, il va utiliser le réserve naturel pour pousser et pour donner la tige, la racine et les feuilles pour donner finalement la fleur. Et c'est aussi qu'il se refait à chaque fois pour continuer la reproduction. Donc, on s'arrête ici. Et on s'arrête ici et on continue, Inch'Allah, dans d'autres vidéos.